Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV et nous sommes dans l'émission Le Coin du Bouquin. Donc là, je suis revenu dans le Perche, c'est ça, c'est le Perche ici. Tout à fait. Je suis revenu dans le Perche avec maintenant une vieille connaissance, une vieille amie, puisqu'on a déjà fait... Mais je crois que c'est la 6e en fait. 6e vidéo ensemble, d'accord. Ouais. Ouais. Pour le 11e livre, je pense que c'est D'accord. raisonnable. Ok, donc je suis de retour chez Christine Barcy qui vient nous parler de son dernier bébé qui s'appelle Les Déviances Sacrées. Les Déviants Sacrés. Les Déviants Sacrés, pardon, et c'est le tome 1, Le Grand Dessin. Voilà. Donc avant de commencer à parler du bouquin, pour les téléspectateurs qui n'ont pas vu les autres vidéos ou qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais très rapidement retracer un peu qui tu es, d'où tu viens, et puis surtout comment tu en es arrivé là? D'accord, ok. Je suis Christine Barcy, je suis responsable développement RH et par mes études scientifiques. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est humain et aux sciences. Donc d'où mon attrait très tôt pour l'écriture. Voilà. J'ai écrit c'est mon 11e roman que j'écris sur beaucoup de la science-fiction passionnelle et du fantastique, et aussi du gothique. C'est ce que je peux dire pour me présenter. Ok, parfait. Donc là, on parle de du tome 1 d'une... C'est quoi, c'est une trilogie? Non, parce qu'il n'y aura que 2 tomes. D'accord. Donc, je ne sais pas si on peut parler de dilogie, mais bon, c'est pas un terme très connu. C'est pas très connu, donc mais ce bon. sera en 2 tomes. D'accord. Mais il fait partie d'une saga, de la saga des mondes mutants. D'accord, la saga des mondes mutants dont on a déjà parlé précédemment avec... Avec donc Solas, le Solas, tout premier, et ma trilogie de la passion de l'Arachnie. C'est ça. Okay. Donc là, il y a une trilogie. D'accord, d'accord. Donc c'est le 5e. De cette saga. De cette saga-là. D'accord. Mais à chaque fois, comme la trilogie d'Arachnie, c'est une trilogie complète. Tout à fait. On n'a pas besoin de la replacer dans le cadre. Non. Par contre... En fait, et là, donc, il y aura 2 tomes. Donc le premier tome, Le Grand Dessin. Oui. Le second, je peux le révéler maintenant, parce qu'il va bientôt sortir fin octobre, début novembre. Ce sera La Quête du Dragan. Un des 2 personnages principaux de ce roman. D'accord. Donc voilà. Alors, il se lira en 2 tomes. Hein, oui. Voilà, il n'y a pas besoin de connaître les autres livres de la saga. Oui. Par contre, je fais des liens, bien sûr, puisque c'est une saga, il va y avoir des liens, on va comprendre comment se passe l'histoire de cette saga. Il y aura des liens à un moment donné. Moi, je ne comprends pas bien le but de la saga. Puisque à chaque fois, tu fais 1, 2, 3 tomes complets, donc des histoires complètes, mais qui rentrent dans une saga. Mais ça sert à quoi? Ça sert en fait à... C'est quoi l'idée que tu as eue Au départ, je n'avais pas cette idée-là. Ah. Je voulais écrire mes romans et les histoires que j'avais en tête. Et je voulais bien du coup déployer. Moi, mon but à présent, c'est de déployer cette saga. Des mondes mutants, avec des univers qui grandissent de plus en plus. D'accord, mais c'est des univers différents. C'est des univers différents, mais ils vont entrer dans un contexte en fait. Le thème principal, c'est un monde terrien qui a créé ces créatures du fait de lobbies scientifiques qui travaillent sur le génome humain, comme s'ils voulaient être à la recherche d'un Graal, le génome, l'ADN. Et du coup, je me suis aperçue que mes romans portaient souvent sur ce thème. Et vraiment, c'est comme si chez moi, voilà, c'est tout un thème qui se déploie petit à petit. Du coup, d'où la saga des mondes mutants qui m'est venue. D'accord. Et chaque histoire complète s'intègre dans cet univers et va trouver sa place à partir d'une émergence de certains êtres et
de l'actualité présente, on pourrait dire. J'ai créé un roman qui se passe dans le futur. Et puis ça ne s'arrête pas à un monde en dehors de la Terre. Donc il y a plusieurs mondes excentrés qui ont des liens ensemble. D'accord. Tu vois, c'est des mondes et en fait avec les technologies, certains personnages vont pouvoir se retrouver parce que le voyage stellaire existe. Et les terriens ont une aura, une influence très pernicieuse sur cet univers et je le déploie. D'accord. Et je profite de chacun des thèmes abordés dans, on va dire, chaque complétude de roman pour traiter de choses différentes, bien que reliées. D'accord. Alors juste une petite précision pour vous, chers téléspectateurs, le bruit de fond que vous entendez, ce ne sont pas des extraterrestres qui sont en train de débarquer dans le jardin, mais nous sommes à la campagne, avec tous les aléas que ça présente, les avantages que ça présente, mais les aléas que ça présente. Et là, il y a un voisin qui passe sa tondeuse, donc vous avez ce petit bruit de fond qui vous accompagne. Mais ça n'a rien à voir avec nous. Voilà. Donc revenons-en à nos moutons. Oui. Donc, comment tu appelles la saga? La saga des mondes mutants. La saga des mondes mutants. Ça sous-entend que les différents mondes que tu présentes sont tous en mutation. Tout à fait. Enfin, en mutation, oui, mais en plus, ils vont subir les mutations qui ont été générées à la base par des lobbies scientifiques. D'accord. Donc, chacun, dans leur univers propre, tu vois, il y a eu des essaimages, en fait, d'êtres, de créatures que les terriens ont envoyés sur un monde ou sur un autre. D'accord. Et c'est la vie, l'existence même de ces créatures, ce qu'elles sont devenues, et comment elles vont réagir, et comment elles vont découvrir ce qui leur est arrivé, quelle est la source de leurs problèmes, et qu'est-ce qu'elles vont faire. Donc je ne dévoile pas, là j'en suis... j'ai encore quelques romans à écrire pour étendre encore l'histoire. D'accord. Alors les déviants sacrés, donc c'est un nouveau monde. Tout à fait. Et il se passe quoi? C'est l'histoire de quoi? Alors, c'est dans ce nouveau monde... L'histoire de qui? Oui. C'est dans le registre donc, de la science-fiction, du thriller futuriste, on va dire. Et c'est aussi encore un planète opéra, pardon. Un planète opéra, c'est-à-dire c'est une histoire qui se passe sur une planète que l'on découvre en même temps que les personnages, avec leur faune, leur flore, leur concept de vie, tout à fait différent. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un planète opéra. Tu sais, j'avais écrit la dernière fois. C'est toujours dans ce contexte. Peut-être que plus tard dans ma saga, c'est une idée qui me vient là, mais comme je vais faire voyager mes personnages, il pourrait y avoir un voyage assez long et on pourrait parler de space opéra, en fait. Ah oui, ok. Oui. Tu vois, bon, c'est la boulot, différence. Donc, un monde à découvrir. J'adore faire découvrir de nouveaux mondes à mes lecteurs et mes lectrices. Je trouve que cela fait prendre énormément de recul par rapport à notre existence sur Terre. Et l'artiste en moi est libre de créer son monde, enfin, et ses mondes. Et ça, c'est vraiment très intéressant. D'accord. Enfin, tu sais que tu ne te simplifies pas la tâche quand même. Hein. Non. Parce que, bon, moi je suis un amateur de science-fiction, j'ai lu beaucoup de bouquins de science-fiction, et souvent les auteurs créent un monde dans lequel ils évoluent, à travers différents romans, différentes histoires, mais ils évoluent dans leur monde. Tout à fait. Alors que toi, tu crées un monde à chaque fois. Oui, c'est ça. Alors, les personnages dans ce monde-là vont évoluer tout au long du roman, des 2 tomes. Oui. D'accord. C'était pareil pour la trilogie de la Passion de Narachni. Il y a vraiment une grande évolution personnelle chez les personnages d'ailleurs. Oui, mais quand je parle de monde, je parle aussi de l'environnement. Tu crées un environnement différent à chaque fois. Tout à fait. Oui. D'accord. En créant des liens à un moment donné, pourquoi c'est comme ça éventuellement dans un contexte. Tu vois, pourquoi ils agissent comme ça, pourquoi cet environnement est comme ça, peut-être qu'il y a un lien, peut-être pas. Et par contre, du coup, bien sûr qu'il va y avoir une évolution. D'accord. Voilà.
bon, il faut espérer que ça ira un peu plus vite que l'évolution sur Terre. Oui, je pense. Sinon, dans 2000 ans, on y est encore. On n'a pas évolué. Ouais. Donc comme mes autres romans, celui-ci dans les 2 tomes, hein, je parle pour les 2 tomes. Oui. C'est une déclinaison de La Belle et la Bête hein, sur le registre de la science-fiction. C'est toujours pour l'instant, comme pour mes vampires finalement. Voilà, il y a toujours un des êtres qui représente la Belle, la Bête. D'accord. Et donc c'est le rapprochement et la réalisation voilà, toute l'influence du social va empêcher que les choses s'améliorent rapidement, mais à la fin, c'est une belle histoire toujours. D'accord. C'est une aventure donc à la fois futuriste, mais qui s'ancre vraiment dans le monde actuel, du fait des conséquences que l'on peut subir aujourd'hui, l'existence comme elle se passe avec la situation actuelle, qui en fait pourrait être une des causes de l'existence future de mes personnages. D'accord. Alors, il y a une grande nouveauté dans ce roman, c'est qu'il y a des illustrations. Oui, alors il y a toujours depuis quelques 2-3 romans avec La Passion de l'Arachnie, l'itinéraire, la carte, oui. Parce que c'est aussi, souvent, pas toujours, mais une odyssée, c'est-à-dire un voyage qui va se passer pour que je fasse voyager les personnages, hein, et qu'il y ait une quête, donc il y a toujours une quête, voilà, donc j'ai la carte, l'itinéraire, construit moi-même, et puis quelques illustrations. Mais dans celui-là, il y a des illustrations qu'il n'y a pas dans les autres. De mémoire. Il n'y en a pas dans les autres, à part l'éveil du dieu serpent. Il y en avait quelques-unes. Oui, exact. C'est vrai. D'accord. Mais en noir et blanc. Oui, là, l'éditeur a grandi en même temps que moi. Hein. L'éditeur existe depuis 2015. Moi, j'ai créé mon premier roman publié en 2017 avec cet éditeur. Et petit à petit, les choses s'organisent. Donc son imprimeur est vraiment une imprimerie très stable. Je sais même que vous n'allez pas voir grand-chose, mais voilà, ça donne ça. Et ça, ce sont tes réalisations. Tout à fait. Oui. Donc... J'apprends à utiliser certains outils numériques. D'accord. Et là, j'ai découvert Paint 3D sur mon ordinateur qui est assez récent. Oui, ok. Et je me suis amusée, je me dis, c'est quand même beaucoup mieux que Paint. D'accord. Voilà. Ok. Bon, donc tu nous ouvres une nouvelle carrière en tant qu'illustratrice. J'aimerais bien. Il y a un certain nombre d'auteurs qui aiment bien aussi créer leur peinture. Oui. L'éditeur me disait ça l'autre fois, parce qu'on a été 50 minutes ensemble au téléphone. D'accord. Il me disait que pas mal d'auteurs rêvent, ne font pas toujours, mais rêvent de pouvoir illustrer eux-mêmes et peindre, trouver les illustrations, réaliser leur table d'images. Alors bientôt les prochains, c'est toi qui feras la couverture. Oui, La Passion de l'Arachnie, le premier tome, c'était un mélange de ce que je rêvais de trouver, donc un mélange d'images dans les bases de données, et d'un ami qui m'a dit, moi je veux créer la couverture. Donc j'aimerais bien, mais voilà, à voir. Je trouve toujours pour l'instant de belles couvertures en fait. Toujours magnifique. Ouais. Ok. Alors... Donc en fait, ce roman qui est en 2 tomes, dont le premier est sorti fin août, met en exergue, ainsi que toute la saga, ce qu'il pourrait survenir de notre humanité si les lobbies scientifiques ainsi que les forces noires de ce monde poursuivent et déploient leurs plans occultes au mépris des habitants de cette planète. Ce qui pourrait expliquer après un certain essaimage vers mes mondes. D'accord. Voilà pour ça. Est-ce que tu veux que j'explique un petit peu, tout petit peu l'histoire? Une trame, oui, quand même. Donc le Grand Dessein, qui est le titre de ce roman, est un événement annuel auquel sont assujetties les Amazones de cette histoire et qui va entraîner l'une d'entre elles à partir et partager l'existence d'hommes guerriers dans une caserne qu'on appelle l'Ilote. Voilà. Pour les aider à traquer des aliens qui sont sur ce monde depuis 300 ans. Pour
pourquoi sont-ils sur ce monde? À découvrir. À découvrir. Condamnée à ce rôle de femme à pas pour traquer les aliens, mon Amazone se trouve sous la coupe d'un personnage énigmatique qui se nomme le Dragan, que l'on surnomme le Dragan, et sur lequel courent de très nombreuses rumeurs. C'est la bête. Ça pourrait être la bête. D'accord. À voir. Ok, à voir, d'accord. À voir. Donc mon Amazone qui se nomme Mewen est contrainte à l'obéissance et n'est pas prête à s'affranchir de cet officier. L'existence sur ce monde est difficile pour des femmes guerrières, des Amazones, mais elle va jouer le jeu, elle va se soumettre un temps en sachant que dès qu'elle aura l'opportunité, les compétences, elle veut s'extravertir de ce contexte hein, où elle subit le joug des hommes guerriers d'une certaine manière. Elle entend jouer avec eux et leur échapper à la toute fin. Si tant est que ce personnage solitaire qui est le Dragan, un officier des hommes guerriers, lui en laisse l'opportunité. Ce qui l'ennuie aussi, c'est que des aptitudes chez elle émergent peu à peu et elle ne sait pas si elle doit s'en inquiéter ou s'en trouver réconfortée. Est-ce que ça pourra l'aider? Qui est-elle? Pourquoi? Voilà toute l'histoire de ce tome 1. D'accord. Dans le tome 2, en fait, Mewen et Searle, qui est le Dragan, vont ouvrir la boîte de Pandore à un moment donné avec leurs amis et leurs alliés. Et ce qu'ils découvriront, est-ce que ce sera pour leur futur bien-être ou un piège létal? Voilà. Vous le saurez en lisant le tome 2. Voilà. Ça c'est voilà. Le thème en fait intéresse pas mal de personnes, j'ai trouvé. Tu vois, selon les thèmes abordés par le livre. Sûr. Et cette histoire d'Amazone et d'hommes guerriers, ça plaît beaucoup. Voilà. Ok. Donc dans les projets, oui. Donc, il y a le tome 2 qui est en train de se terminer. Oui. Mais alors, est-ce que je peux lire peut-être quelques... Je t'en prie. En fait, je voulais lire, je vais voir... Je t'en prie. Je vais voir pour une fois. Alors, c'est des rubriques au départ souvent. Là, c'est une petite partie du prologue. Les archives d'un prêtre Rort. Il est un monde au-delà des mondes, où même le sol possède une existence en propre. Ne pénétrez pas ces forêts, ne vous exilez pas dans ces montagnes. Car sur ce monde, les montagnes bougent énormément, ne sont jamais stabilisées pour longtemps. Et comme dans la Passion d'Arachnie, mais sur une toute autre valeur, le monde mystique des forêts est important. D'accord. Voilà. Alors... Journal de Mewen Balt. Il en est des manifestations de ce monde comme de toutes choses. Tout est relatif et dépend de la perspective personnelle de celui qui en est le témoin privilégié. Voilà. Je vais lire une dernière après ça. La descente s'effectua dans un silence quasi religieux qui confondit la Gwenolane. La raideur de la pente, plus importante que ce qu'elle avait imaginé, les forçait à s'agripper à la roche, qui saillait de part et d'autre du couloir. Griffés par les aspérités, les doigts de Mewen se marquaient de longues estafilades sanglantes. Mais le sentiment de bonheur que lui procurait l'énigme de cet occulte aqualide lui faisait oublier la douleur. Ok. J'en ai d'autres, mais voilà. Oui. Ok. Bon, si on parlait un petit peu maintenant de l'avenir, oui. Qu'est-ce que tu as, donc en dehors de ce tome 2 qui va sortir, qu'est-ce qu'il y a de... Oui, donc le tome 2 est pratiquement finalisé. J'ai déjà commencé, parce que entre les phases de correction, entre l'éditeur et moi, oui. Je ne perds pas de temps. D'accord. Et je reprends un roman qui a été écrit, dont le manuscrit, l'écriture débute en 2005, donc ça fait plus de 16 ans, je pense. Oui. Voilà, donc tu vois, j'ai pris le recul nécessaire. Et il ne fera pas partie de la saga des mondes mutants.
c'est intéressant pour moi de sortir un petit peu aussi. De ce monde, ouais. Voilà. Bien que j'y reviendrai après. Oui, oui. Pour parler d'un autre sujet scientifique qui est plutôt aussi d'actualité, je le traite à ma manière. Ce sera toujours un roman futuriste de science-fiction avec une très belle histoire d'amour, mais dont les personnages, ce sera plutôt les relations entre une guerrière, par contre, vraiment chevronnée dans les équipes gouvernementales, et qui va devoir être accompagnée d'un être mi-humain, mi-androïde. D'accord. D'accord. Donc toute une séquence, hein, toute une histoire. Ce que je veux mettre en avant ici, c'est les techniques comment on appelle ça, du transhumanisme ne sont pas forcément ce qu'il y a de mieux pour l'humanité. Et peut-être même un piège pour l'humain qui va être tellement formaté, hein, parce qu'il a des procédés pour formater les êtres à suivre les couloirs, les chemins normés et pas en sortir. Voilà, comment un être qui est à moitié humain, à moitié androïde va devoir lutter pour sa suprématie et pour recouvrer en fait son état d'humanité première. Tu vois? Et c'est le lien entre... C'est l'histoire de Robocop, mais... C'est pas Robocop. Non, mais ce que je veux dire, par là, au-delà du film d'action Robocop, oui, d'accord. Le problème, on va dire, psychologique du héros, c'est ça. De cet ancien flic qu'on a transformé en partie en robot, mais qui garde quand même des sentiments, une certaine humanité, et c'est ce conflit intérieur entre sa programmation et son humanité. Oui, c'est ça. Il y a eu un autre livre, pourtant très connu, science-fiction, justement, où tu sais, ce sont des femmes qui sont, enfin, comment on les appelle? T'as un tueur qui doit traquer tous les êtres roboïdes, justement. Ah! C'est dingue. Oui, il est avec Harrison Ford, le film. Oui. Je me souviens plus du titre. Mais à culpa. Mais voilà. Mais oui, c'est ça. Voilà, c'est tout intérieurement comment il va faire pour sortir, émerger du carcan, en fait. Ouais. Tu vois, c'est vraiment l'humain avec ses aptitudes qui va ressortir. Donc c'est ça que je travaille là. Ok, cool. Sur un autre monde, donc toujours un planète opéra. Ouais. Donc un autre monde que je crée. Ouais. À chaque fois que je le reprends après des années, il faut vraiment que je m'imprègne de ce monde pour me dire, ah oui, alors quelles sont les relations gouvernementales, politiques, etc. Ah oui, les mondes, voilà. D'accord. Les régions, les pays. Donc voilà. Il est bien amorcé, parce que je l'ai repris, voilà, il est bien amorcé, mais j'aurais aimé le sortir en 2022. Est-ce que ce sera possible? Ben, on verra, sinon ce sera 2023. Moi, je vais te poser une question, on va dire, technique. Comment est-ce que, dans la tête d'un écrivain, ça fonctionne d'écrire un bouquin qui n'est pas publié, de le laisser dormir pendant un certain nombre d'années et de le reprendre pour l'améliorer, pour le transformer? Comment ça fonctionne? Parce que la trame est déjà construite, il y a quelque chose que j'ai du mal à percevoir. J'ai pas tout le sens de ta question, mais en tout cas, si je reprends ce livre que j'ai écrit il y a 16 ans, je dois me réinvestir dans l'histoire, la redécouvrir en partie. Donc tu commences par déjà la relire? Oui. Pour te réimprégner? Oui, mais là je suis en train de la relire, mais en même temps je corrige forcément, parce qu'il y a des trucs que je complète, je corrige quand je vois des aberrations. Là je sais pas pourquoi je parle de ça, mais... Que fait le héros là avec ses personnages? Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils habitent ces personnages? Je ne sais plus. Après 16 ans. Bah oui. Donc heureusement j'ai des lexiques. Tous mes romans, en plus des illustrations de la carte, ont un lexique enrichi. D'accord. Donc vraiment précis. L'éditeur aurait pu dire non, ça fait un certain nombre de dizaines de pages à la fin. Ouais, d'accord. L'éditeur aurait pu dire non, parce que ça coûte cher. Bien sûr. Mais il a vraiment
il accepte. C'est très agréable de travailler parfois avec un petit éditeur qui c'est vraiment un travail commun Ouais. en fait. Et donc grâce à ce lexique, je m'y réfère très très régulièrement. Et j'ai pas fini de lire toute l'histoire, mais petit à petit je m'en imprègne. D'accord. De toute façon, après j'aurai à relire, mais de très nombreuses fois. Voilà. D'accord. Jusqu'à satiété. Après, à un moment donné, C'est bon. on arrête. Le tome 2, là, j'ai voulu... je l'avais relu énormément de fois avant de le proposer à l'éditeur. L'éditeur m'a envoyé une séquence de toutes ses suggestions, bien sûr corrige les fautes, etc. Et me demande là, est-ce que tu veux corriger ça? Là, il y a une répétition. Là, est-ce que c'est cohérent avec? Est-ce que tu veux vraiment mettre ça? Ou par exemple, il va me dire, là, il y a quelque chose qui arrive, mais c'est pas assez parlé avant, on se demande d'où ça vient. Moi, je l'avais fait exprès, mais en réfléchissant, j'ai bien enrichi en fait. Donc on a fait déjà 2 passages, et là il y a un 3e, et j'ai décidé de relire en entier. Là je sais, je viens de finir il y a 2 jours, je propose des corrections à l'éditeur et je ne referai pas une énième relecture. Par contre, avec plaisir, je relirai dans quelques mois ou dans 1 an, 2 ans, tu vois. Mais, donc voilà, il faut se réimprégner du contexte. Ouais, enfin, je sais pas moi, quand j'écris un texte ou un article, une fois qu'il est écrit, je le relis bien sûr, forcément, mais plus je le relis, moins je vois. Ah non, pas moi. C'est-à-dire que plus je le relis, plus je suis dedans, donc je suis le cours de ce que j'ai écrit. Oui. Mais si quelque chose ne va pas, je vais plus le voir. Ah oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un éditeur ou quelqu'un d'autre qui relit. Parce que des fois, voilà, il y a 1 ou 2 fois où moi je pensais que c'était compréhensible ou cohérent, et l'éditeur lui a bloqué dessus. D'accord. Et donc merci l'éditeur, parce que du coup j'ai pu rebalayer toute l'histoire et mettre là où il fallait les liens qui manquaient. D'accord. Mais à chaque fois que je relis, en fait, il y a une phase à nouveau de création. En fait, l'artiste, il replonge dans son monde et il le vit. Et à partir du moment où il le vit, l'humain aime changer les choses, aime maîtriser certaines choses, donc il va toujours construire. Jusqu'à un moment où il dit, c'est fini. Là, j'ai fait. Mais c'est vrai que je peux ne pas voir certaines choses au bout de certains moments. Oui. Okay, donc c'est pas moi qui suis bizarre, c'est normal. C'est tout le monde. Je suis rassuré. Oui. Ok. Donc voilà, donc en dehors de ce... Alors le 12e manuscrit va sortir, c'est le tome 2. Le 13e manuscrit sur, on va dire, le transhumanisme. Lui, ça sera un tome unique? Oui. Ouais, d'accord. Oui. Celui-là, j'ai mis en 2 tomes parce que trop gros pour faire un seul tome. Donc ça sera un tome unique, oui, tout à fait. Sinon, dans mes activités, en fait, je suis, on peut dire, du fait des sujets que je traite, un auteur, on peut dire engagé, si on veut, et ce qu'il se passe aujourd'hui dans l'actualité, avec cette imposition d'un pass sanitaire qui pour moi est aberrant, et va vraiment vers des futurs que beaucoup d'entre nous ne veulent pas vivre. Je n'accepte pas le pass sanitaire, donc je m'empêche d'aller dans certains salons à venir littéraires. Mon éditeur est au courant. Peut-être que les choses vont passer, vont glisser, et la situation va se rétablir au mieux. Mais en attendant, voilà, je ne veux pas jouer le jeu d'un faux pass sanitaire comme certains. Un certain nombre d'artistes font comme moi, ils préfèrent leur intégrité à ce qui peut arriver d'autres. Donc on s'empêchera peut-être voilà, de certaines possibilités. Mais d'un autre côté, ça ouvre vraiment, il y a beaucoup d'artistes, on se reconnecte en réseau humain. Beaucoup d'artistes trouvent d'autres solutions. Et du coup, ça va amener de la créativité alors qu'on ne le pensait pas.
beaucoup de contacts humains qui ne se faisaient plus autant. Et des solutions à aborder. Par exemple, je pense, comme certains auteurs, à faire pour tout événement privé, en fait, chez les gens, je me propose d'animer un petit peu, entre autres, par des séances de dédicaces. Voilà, ça peut être le soir, le week-end, un après-midi. Ça peut être amusant. Voilà. D'accord. Et puis il y aura d'autres, de toute façon. La vie, comme dans Jurassic Park, Oui. trouve toujours son chemin. Tout à fait. Donc voilà, et j'ai commencé vraiment à étendre mon réseau personnel d'artistes. Ok. Voilà. Donc des projets en cours avec ce réseau. Oui, tout à fait. Des projets. Je veux aussi organiser des réunions à la maison ou dans d'autres contextes dehors ou chez d'autres personnes qui sont. Mais j'ai proposé, par exemple, de faire des réunions genre vie artistique, c'est-à-dire je vais avoir ou profession un peu qu'on ne connaît pas. J'ai croisé une dentelière qui est intéressée par venir participer à nos réunions d'artistes. Ouais. J'ai une peintre qui est dans une ville d'artistes pas loin, dans le Perche, qui est intéressée aussi. J'ai aussi une infirmière qui veut se former à d'autres filières que tout ce qui concerne La santé. La santé, et notamment pour les infirmières, pour trouver des filières qui puissent être travaillées sans passe sanitaire, par exemple. D'accord. J'ai voilà, différentes professions, différentes filières d'art, et on va se réunir pour se connaître, pour parler chacun de son domaine. Ça, c'est intéressant. Moi, de l'écriture, comment j'en suis venue à ça, comment mes obstacles, Oui, bien sûr. mes réussites, qu'est-ce que j'ai découvert, voilà. Et je sais que mon éditeur, au fur et à mesure aussi, organise, fait de la croissance aussi. Mais sur ton éditeur, pour le renommer, 500 éditions. 500 Et éditions. ce que je peux dire, en fait, c'est cette année, il a eu 5 premiers prix littéraires pour des auteurs, 10 finalistes. Je sais qu'il a à peu près 167 auteurs D'accord. et 284 livres. Donc depuis 2015, voilà. D'accord. Et une chose très intéressante pour lui et donc pour les auteurs qui l'accompagnent, c'est que jusqu'à présent, il était référencé à une base interprofessionnelle, c'est du livre, c'est d'Illicom, tu connais? C'est la base interprofessionnelle pour tout international, pour tous les libraires, les éditeurs qui veulent voir si un livre existe, qu'est-ce qu'il existe, est-ce qu'on peut le commander. d'Illicom pour la base internationale, c'est la base. Mais il en existe une autre qui est Electre pour la partie française, qui concerne surtout certaines petites librairies, certains petits éditeurs et les bibliothèques en général. Donc si mon roman n'était pas sur Electre. Donc certaines petites librairies ne faisaient pas l'effort peut-être de le commander parce qu'ils ne voulaient pas aller... parce que pour les libraires c'est payant, la base Electre et la base Illicom, et chacune ça... Donc, et donc après 6 ans de demande tous les ans, mon éditeur a eu l'accord pour être référencé. Ça veut dire que ce livre et les suivants seront référencés aussi sur Electre et les précédents petit à petit. D'accord. Et c'est intéressant ça. Bien sûr. Voilà. Ok Christine, bah écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour de l'actualité de Christine Barcy. On se revoit incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. Tout à fait. Et je te souhaite beaucoup de succès et que tes projets puissent se réaliser comme tu le souhaites. D'accord, merci Gérard. Je t'en prie. Voilà chers amis, on arrive à la fin de la vidéo. L'aventure va se terminer maintenant. Et puis je vous dis à bientôt. Oh là là, je bafouille maintenant. À bientôt pour une prochaine aventure. Allez, au revoir. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait.
Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la, nous on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien, et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee, l'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.